De Venezuela aux pétroliers russes, pensez-vous que les États-Unis restent silencieux? Allons jusqu'au pire scénario. Les États-Unis étendent-ils discrètement une guerre mondiale? Car nous avons appris, comme Richard l'a mentionné, l'existence du nouveau paquet d'armes de 11,1 milliards de dollars destiné à Taïwan, le plus important jusqu'à présent. Qu'en pensez-vous? Richard vient d'expliquer ce que signifie la Déclaration sur la sécurité nationale lorsqu'elle affirme que l'Empire américain est terminé et que nous ne pouvons plus essayer de diriger le monde. Il sera divisé en régions. Cela veut dire exactement ce qu'il a dit. Agir en pratique par l'intermédiaire de mandataires. En d'autres termes, nous ne pouvons plus nous permettre de supporter les coûts d'une guerre contre la Russie en Ukraine. C'est un gouffre financier sans fond, compte tenu de la corruption et du fait que l'Ukraine a subi de si lourdes pertes. Mais je pense que Trump en a assez de l'Europe. Vous avez vu toutes ces déclarations hostiles à l'Europe. Donc essentiellement, lorsqu'il parle d'abandonner l'Empire, il parle maintenant du combat de l'Europe contre la Russie. Si l'Europe veut se battre contre la Russie, dit-il, eh bien qu'elle soit notre mandataire. Nous ferons tout notre possible pour l'aider. Nous allons continuer à leur fournir des systèmes de guidage radar et des cibles militaires, leur indiquer exactement où bombarder la Russie. Mais nous n'allons pas y consacrer d'argent. L'Europe devra assumer la responsabilité du financement. Malheureusement, nous avons nos marionnettes là-bas. Merz, qui vient de dire qu'il veut recommencer à enrôler des Allemands dans une nouvelle Wehrmacht pour combattre la Russie, comme s'il allait y avoir une guerre terrestre. Macron, qui continue d'envoyer des mercenaires français, et bien sûr Starmer en Angleterre. Il s'agit donc de les utiliser comme intermédiaires. Les États-Unis se désengagent d'eux, tout comme ils essaient en Asie d'utiliser Taïwan, le Japon et la Corée du Sud comme relais, ou en Amérique latine, avec des gouvernements comme celui de Bolsonaro, que Trump a tenté de faire libérer de prison après sa tentative de renverser l'élection. Mais il y a une autre condition nécessaire à la fin du contrôle américain, et c'est ce à quoi je pense vous faisiez allusion. Cela impliquerait l'effondrement du droit international. Le remplacement non seulement du droit international, mais aussi de tous les principes des Nations Unies qui ont été établis, apparemment de manière légale, après la Seconde Guerre mondiale. Prenons par exemple le droit de la mer. Il stipule que la mer appartient à tout le monde et n'est pas nationalisée comme faisant partie des États-Unis. Trump affirme que d'autres pays ont volé les océans Atlantique et Pacifique aux États-Unis, qu'ils sont à nous et que nous allons les reprendre. Je paraphrase ou prolonge un peu sa logique. Mais il s'agit aussi des accords climatiques. Les accords de Paris, conclus entre des pays tous menacés par les phénomènes météorologiques extrêmes mondiaux, le réchauffement climatique, les inondations et les sécheresses qui se produisent partout. Ils essaient de décarboner l'environnement pour éviter cette catastrophe climatique, la montée du niveau des mers, l'inondation des côtes partout dans le monde. Mais Trump dit en gros, eh bien, tout comme nous sommes contre le fait que vous disiez que le droit de la mer est libre pour tout le monde, comme si ce n'était pas de notre océan dont vous parliez, il en va de même pour les accords climatiques. Nous sommes contre tout accord international qui nous empêcherait de contrôler le commerce mondial de l'énergie grâce à notre contrôle du pétrole et de décider qui peut produire et commercer ce pétrole et qui nous avons le droit de bloquer. Tout cela est bloqué. Ainsi, vous aviez le droit international, le libre-échange, le statut de la nation la plus favorisée, la libre circulation des capitaux. Tous ces mouvements et toute cette idéologie mise en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale semblaient indiquer la direction que prenait la civilisation. Tous les gouvernements,
ou du moins la majorité d'entre eux, agissant ensemble pour résoudre les problèmes communs du monde. Qui peut utiliser la mer? Comment empêcher certains pays de polluer l'environnement et de nuire aux autres, de menacer leur sécurité, et ainsi de suite, même sur le plan militaire. Oui, il y aurait une sécurité nationale et des forces armées pour chaque pays, mais pas au détriment de la sécurité militaire des autres pays, comme le répètent sans cesse le président et le ministre des Affaires étrangères russe. Tout cela revient à une attaque, affirmant que le droit international a pris fin. Tout cela est soumis à l'ordre fondé sur des règles établies par les États-Unis, où en réalité, tout accord ou toute réglementation concernant le commerce international ou l'utilisation des combustibles est placé sous la domination américaine. Et c'est là la véritable prise de pouvoir. Il n'existe en fait qu'une seule sphère d'influence, régionale, celle de l'Amérique sur l'Amérique latine. Tous les autres pays censés avoir leur propre sphère d'influence. Lorsqu'on parle d'une sphère d'influence russe, cela signifie que l'on laisse l'Europe affronter la Russie, pas nous. Lorsqu'on parle d'une sphère d'influence chinoise, cela veut dire, laissons la Chine faire ce qu'elle peut, mais nous allons l'encercler avec les pays du Quad et avec des proxys américains, notamment à Taïwan, avec qui nous venons justement de conclure un accord. L'Amérique vient de signer un énorme contrat d'armement. Je crois qu'il s'élevait à 11 milliards de dollars pour tenter d'y faire face. L'Amérique ne reconnaît la sphère d'influence d'aucun autre pays, sauf la sienne, qui se résume essentiellement à rester en dehors de l'Amérique latine. Et comme Richard vient de le souligner, ce n'était pas la doctrine Monroe. Tout pays pouvait commercer ou emprunter auprès d'autres nations. En fait, au moment même où les pays d'Amérique latine, à partir des années 1920, ont conquis leur liberté politique vis-à-vis de leurs colonisateurs étrangers, le Mexique, le Brésil, tous les autres, ils se sont endettés principalement auprès des banquiers britanniques. Et Haïti s'est endetté pour racheter sa liberté auprès des banquiers français. Tous ces pays d'Amérique latine sont devenus des satellites financiers de l'Angleterre et des banquiers européens. L'Amérique n'avait aucun problème avec cela. Aucun problème avec d'autres échanges commerciaux. L'Amérique était tout à fait favorable au commerce de l'Amérique latine avec d'autres pays, tant que les bénéfices étaient tous envoyés aux États-Unis. Et les États-Unis sont les bénéficiaires de ce commerce. En somme, Trump affirme qu'une sphère d'influence ne peut être tolérée que si les États-Unis sont les seuls bénéficiaires des excédents économiques et des soldes des paiements générés par ces 5 régions. C'est ce double standard que l'étude sur la sécurité nationale est censée promouvoir. Si je pouvais ajouter un autre point, encore une fois, simplement pour enrichir les niveaux de compréhension de ce qui se passe ici. Vous savez, les États-Unis sont sortis de la Seconde Guerre mondiale comme la puissance économique dominante. Mais ce n'était pas seulement cela. C'était le dollar américain partout, les États-Unis finançant tout, accordant les prêts, le plan Marshall et tout le reste pour le monde entier, dominant le commerce mondial. C'était aussi une domination politique, une domination idéologique. Vous savez, Hollywood produisait les films que tout le monde regardait, Lévi-Strauss fabriquait les jeans que tout le monde apprenait à porter, et ainsi de suite. Tout cela, à une possible exception près, a fini par être renversé. Les États-Unis ne sont plus la première puissance économique. Nous en avons déjà discuté jusqu'à la nausée. Et les preuves en sont partout et continuent de s'accumuler littéralement chaque jour. C'est la même chose pour la politique. Vous savez, sur certaines questions clés, les États-Unis ne perdent pas seulement des votes aux Nations Unies, ils les perdent massivement. Il y a des votes de plus d'une centaine de pays contre 5. Les États-Unis font partie des 5, Israël est généralement là,
et puis quelques petites îles du Pacifique. Mais le reste du monde n'est plus à bord. Et même les Européens, aussi serviles envers les États-Unis qu'ils continuent de l'être, du moins leurs dirigeants, font des déclarations contre les politiques américaines. Et je peux vous assurer que l'ambiance ici, je ne suis là que depuis quelques jours, la critique de Trump est omniprésente, entre les lignes ou directement, dans la presse et ailleurs. Ainsi, l'arsenal politique n'existe plus. La position politique a disparu. La position économique a disparu. La position idéologique a disparu. Le monde ne se passionne plus pour chaque nouvelle mode venue des États-Unis comme autrefois, que ce soit dans l'habillement ou autre chose. Alors, que reste-t-il? Voici mon point. L'armée. Nous n'avons pas encore montré au monde que notre armée n'est plus irrésistible. Pendant la majeure partie des 30 dernières années, et certaines agences s'en chargeaient. Lorsque l'on dressait la liste des dépenses militaires des grandes puissances mondiales, les États-Unis figuraient non seulement en première position, mais dépensaient plus pour leur armée que les 8 ou 9 pays suivants réunis. Et ces 8 ou 9 pays comprenaient la Russie et la Chine. En d'autres termes, les États-Unis étaient aussi largement dominants sur le plan militaire pendant la période de la guerre froide qu'ils l'étaient sur les plans économiques, politiques et idéologiques. Voici comment j'interprète ce que Michael a dit. Et ce phénomène, qui me semble toujours bien plus important que l'attention qu'on lui accorde. Tirer sur des innocents qui n'ont pas été reconnus coupables, des gens assis dans des bateaux dans les Caraïbes ou le Pacifique. D'ailleurs, je crois qu'environ 95 d'entre eux, ou un nombre approchant, ont été tués. C'est un symbole très fort de « nous allons utiliser ce qu'il nous reste encore », l'armée. Nous n'allons pas faire comme les précédents présidents stupides qui faisaient monter la marine à bord du navire pour confisquer la drogue. The Navy, you board the ship, you confiscate the drugs if they're there, you arrest the people involved. S'ils sont là, vous arrêtez les personnes impliquées, puis elles rentrent dans leur pays pour y être jugées. Non, 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 ça n'a pas fonctionné. Alors maintenant, nous utilisons ce qu'il nous reste, le poing. Nous sommes en position de dire « Attention, monde, si vous vous mettez de notre mauvais côté, nous vous ferons subir la même chose. » D'accord? Cela revient à utiliser l'armée parce qu'il n'y a plus rien d'autre à utiliser. Et il y a ici 2 issues possibles. Premièrement, cela fonctionnera. Vous terroriserez une grande partie du monde par la menace d'une action militaire, en fin de compte, d'une action militaire nucléaire. Ou bien, et les deux peuvent se produire, vous provoquerez le reste du monde à vous considérer comme le danger numéro 1 pour la paix mondiale et à s'organiser économiquement et politiquement pour vous vaincre. Et permettez-moi de vous laisser sur une observation. Nous avons vidé notre secteur manufacturier. Nous ne pouvons pas avancer seuls. Et si le reste du monde commence à nous percevoir comme une nation rebelle, prête à menacer par la force militaire, il y aura des réactions. Demandez-vous ceci. Si les conseillers de M. Trump, qui veulent la guerre au Venezuela, obtiennent gain de cause et que les États-Unis attaquent, envoient des troupes, tout cela, ce n'est pas seulement que les Russes et les Chinois pourraient leur réserver quelques surprises au Venezuela. Ils peuvent bien sûr prendre des mesures de représailles de toutes sortes. Nous pourrions recommencer à entendre parler des terres rares et d'autres ressources qu'ils pourraient utiliser contre nous. Et là, nous voyons, une fois encore, la route vers la guerre tracée juste devant nous, dépendant des décisions qui sont littéralement en train d'être prises pendant que nous parlons. Eh bien, Richard a défini le problème. La position économique autrefois dominante de l'Amérique n'existe plus. Elle a disparu. Alors, comment les États-Unis peuvent-ils maintenir leur niveau de vie sans industrie
avec la désindustrialisation et en étant devenu un pays débiteur au lieu d'être le principal créancier du monde, détenant la majeure partie de l'or mondial et des créances financières sur d'autres pays? Eh bien, comme Richard vient de le souligner, d'autres pays doivent désormais commencer à payer pour les guerres militaires que les États-Unis ont menées auparavant. Et une partie de ce paiement sert encore, je pense, à soutenir le complexe militaro-industriel américain. Ces pays, l'Europe et d'autres, sont censés acheter des armes américaines, malgré le fait que l'Allemagne essaie de mettre en place sa propre version du keynésianisme militaire à travers ses propres fabricants d'armes. Le fait est que, sans les prix de l'énergie russe et les faibles coûts de production, il ne peut vraiment pas rivaliser avec la Russie ni avec d'autres pays. D'autres pays vont devoir accorder des avantages aux États-Unis pour subventionner leur désindustrialisation, pour subventionner leurs énormes déficits budgétaires fédéraux que l'on espérait financer en grande partie grâce à la détention de titres du Trésor américain comme réserve monétaire étrangère. Tout cela suppose que, d'une manière ou d'une autre, les États-Unis dirigeront les politiques des autres pays afin de s'assurer que tout reste centré sur eux-mêmes, comme s'ils étaient le centre d'une toile d'araignée qui s'étend vers l'extérieur. Et la question est de savoir si d'autres pays vont dire « Nous voulons notre excédent économique pour nous-mêmes », tout comme le Venezuela voulait ses ressources naturelles et les revenus de ses ressources pour lui-même. Les États-Unis n'ont qu'une seule chose à offrir à ces pays. Ce ne sont plus des exportations industrielles, ce ne sont pas des prêts, c'est l'accord de ne pas les bombarder, de ne pas les terroriser et de ne pas leur imposer de changements de régime comme en Israël ou lors du massacre de Maïdan en Ukraine. Et mis à part la capacité des États-Unis à semer le chaos dans d'autres pays, comme nous en avons parlé lors de la dernière émission, les États-Unis n'ont vraiment rien à offrir. Alors, pourquoi les autres pays n'agissent-ils pas selon leur propre intérêt économique, en disant « Nous créons maintenant l'excédent économique. Cet excédent devrait nous revenir. Nous voulons tirer nos propres profits de nos exportations. Pourquoi ne pas commercer avec les économies qui connaissent la croissance la plus rapide au monde, la Chine, la Russie et d'autres pays d'Asie de l'Est, plutôt que d'échanger avec une économie intérieure en déclin comme celle des États-Unis, dont le PIB est principalement de nature financière et rentière, immobilier, finance, assurance santé et autres compagnies d'assurance. Ce ne sont pas des choses que l'Amérique peut offrir à d'autres pays, les profits de son secteur rentier issus de la recherche de rente économique, car ce n'est pas vraiment un produit. Et sans cela, tout ce que l'Amérique possède, c'est la capacité d'exploiter par la menace. Elle n'a rien de positif à offrir aux autres pays, sauf d'une certaine manière, la loyauté personnelle des 3 Européens que nous avons mentionnés, Macron, Merz et Starmer. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une réunion en Europe. Elle a peut-être lieu pendant que nous parlons. Je crois que 10 pays européens veulent s'emparer des économies de la Russie, confisquer les réserves monétaires russes en Europe, et que 8 pays s'y opposent. Monetary savings in Europe. 8 countries are opposing this. Trump in the national security statement said. Trump, dans sa déclaration sur la sécurité nationale, a déclaré qu'il souhaitait qu'au moins 4 pays se retirent de l'Union européenne: l'Italie, la Hongrie, la République tchèque et quelques autres. Eh bien, il semble que beaucoup d'autres pays cherchent désormais à se détacher de lui-même et se détacher de la direction de lui-même, qui serait selon lui une marionnette de l'OTAN, signifie se libérer du véhicule américain de contrôle de la politique européenne des autres pays par l'intermédiaire de ses mandataires. L'OTAN et l'UNMIR seraient, selon cette vision, des instruments américains pour contrôler les nations.
Ainsi, lorsque l'on parle de pays agissant dans leur propre intérêt, cela signifie se libérer de l'OTAN, de l'UMMR et de tous ces gouvernements de substitution que l'Amérique aurait mis en place. Tu sais, c'est un tribut. Quand von der Leyen conclut l'accord avec Trump, il propose de baisser les droits de douane. Simplement les baisser, pas les supprimer, les baisser. Et en échange, les Européens doivent payer un tribut. Ils doivent acheter du gaz naturel liquéfié aux États-Unis à un prix qu'ils ne peuvent pas se permettre, et ils doivent investir 700 milliards de dollars de leur excédent ici dans l'économie américaine. Absolument extraordinaire. Mais c'est le modèle. Tu vas obtenir un tribut, comme Rome, à la fin, recevait un tribut de tous ceux qui s'étaient rebellés contre elle parce qu'ils ne voulaient plus continuer à le payer. Vous savez, les États-Unis se trouvent dans une situation très dangereuse et ils prennent toutes les mesures qui vont avec. Ils essaient de sortir du déclin de leur empire par des actions censées marquer une rupture symbolique. Mais quand on regarde les conséquences réelles, cela ne fait qu'aggraver le dilemme. Quand on se retire de l'accord sur le climat, regardez quelle est l'étape suivante. Je passe sur quelques points, mais l'étape suivante a été l'annonce, hier, par la société Ford Motor, qu'elle abandonne son programme de véhicules électriques. Elle y avait investi des dizaines de milliards de dollars. Tout cela jeté par la fenêtre. Ils reviennent à la production exclusive de véhicules à combustible fossile. Mais le reste du monde se tourne vers les véhicules électriques. Ford abandonne parce que les Chinois les ont surpassés en production, en compétitivité, et fabriquent déjà les véhicules électriques, les meilleurs et les moins chers. Alors ils abandonnent. Cela rend les États-Unis encore plus dépendants des combustibles fossiles et donc plus centraux dans le réchauffement climatique causé par leur combustion. C'est comme si le monde s'inquiétait du trafic de stupéfiants, mais oubliait que les États-Unis en sont le plus grand marché. Vous allez concentrer une dépendance après l'autre au nom de l'indépendance. Et je pense que ce que vous voyez, c'est simplement un effort désespéré. Même le Venezuela, si vous décidez de miser sur le pétrole et le gaz, alors oui, il devient logique de vouloir s'emparer du pétrole et du gaz du Venezuela. Car contrairement au Moyen-Orient ou au Nigeria, c'est dans l'hémisphère occidental. Ce n'est pas une réflexion très subtile, mais vous recommencez en utilisant votre armée parce que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs autrement. Et pensez que le seul message que le reste du monde reçoit est « conformez-vous » serait une grave erreur. Les Chinois ont montré, depuis 30 ans, que leur réponse consiste à devenir autosuffisants, à se libérer de toute dépendance envers les États-Unis pour quoi que ce soit. Et je veux ensuite rappeler à tout le monde qu'après la Seconde Guerre mondiale, dans ma profession, l'économie, dans les universités, le sous-domaine le plus populaire s'appelait le développement économique. La plupart des jeunes qui s'y engageaient le faisaient avec de bonnes intentions, désireux d'aider les pauvres du monde à se développer. On étudiait les économies agraires, on discutait des économies dépendantes de l'exploitation minière et on réfléchissait à la manière de sortir de leur terrible pauvreté pour entrer dans le monde moderne, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale et le Japon. Très bien, nous voilà 70 ans après le début du développement économique. Le seul pays qui n'a reçu aucune aide de l'Occident pour son développement économique, c'est la Chine, et avec elle, la Russie et la Corée du Nord. And with it, Russia, and that North Korea. All the rest got all kinds of. Tous les autres ont reçu toutes sortes d'aides du plan Marshall et d'assistance étrangère, d'une forme ou d'une autre, et ils ont eu des délégations. Beaucoup de mes camarades de classe sont partis en voyage dans ces pays pour donner des conseils, pour enseigner.
Qui a réussi? La Russie, la Chine et la Corée du Nord. Qui ne l'a pas fait? Tous les autres. Voilà ce que l'aide de l'Occident leur a apporté. Ils n'en sont pas inconscients. Ils ne le disent peut-être pas, mais ils le savent. Ils doivent savoir ce qui, dans le monde, a permis aux Chinois, à leur manière, et même aux Russes, à la leur, d'acquérir le pouvoir, la richesse et l'indépendance que d'autres aimeraient avoir, mais ne peuvent même pas espérer dans la situation actuelle. Ce sont là autant de façons de comprendre que l'isolement des États-Unis est une autre manière d'expliquer ce que nous vivons aujourd'hui. Is another way to understand what we are living through.